Chapitre 86. Un petit mot de cette petite cour de Bonaparte. Nous faisons des mémoires cette fois, et non un roman. Il en résulte que nous nous reposons de la fable par la vérité, du plan par le caprice, de l'intrigue par le vagabondage. Ah, si un homme nous eût laissé sur le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe siècle, ce que j'essaie de faire pour le XIXe, combien j'eusse béni cet homme et que de rudes travaux il m'eût épargné. Un mot donc sur Bonaparte et sa petite cour. On avait fait grand bruit, nous ne dirons pas comme on disait autrefois à Paris et à Versailles, il n'y avait plus de Versailles en 1802, mais à Paris et à la Malmaison, des débuts de mademoiselle Georges. Le premier consul et sa famille s'occupaient beaucoup de littérature à cette époque. En fait de poète, Bonaparte aimait Corneille et Ossian, les deux extrémités de l'art. Corneille la suprême logique, Ossian la suprême imagination. Aussi, parmi les poètes qui figuraient sur le catalogue de sa bibliothèque égyptienne, Corneille et Ossian occupaient-ils la première place. Cette prédilection pour le barde écossais était si connue que Bourrienne, en formant cette bibliothèque, devina plutôt qu'il ne lut. Bonaparte avait écrit « Océan ». Ce ne fut pas la faute de Bonaparte si les poètes lui manquèrent, quoiqu'il proscrivît trois des premiers de son époque, Chateaubriand, Madame de Staël et Le Mercier. Bonaparte demandait des poètes à son grand maître de l'université comme il demandait des soldats à son ministre de la guerre. Par malheur, il était plus facile à monsieur le duc de Feltre de trouver 300 000 conscrits qu'à monsieur de Fontanes de trouver 12 poètes. Aussi Napoléon fut-il forcé de s'accrocher à tout ce qu'il trouva, à Lebrun, à Luce de Lancival, à Baour-Lormian. Tout cela eut des places et des pensions, comme si c'eût été de vrais poètes, plus les compliments. « Ah, vous avez fait une belle tragédie, disait Napoléon à Luce de Lancival à propos d'Hector. Je la ferai jouer dans un camp. » Et le soir de la représentation, il envoyait un brevet de 6 000 francs de pension à Luce de Lancival en ordonnant, vu le besoin d'argent qu'ont toujours les poètes, qu'on lui payât une année d'avance. Lisez Hector, et vous verrez qu'Hector ne vaut pas les 6 000 francs une fois payés. En outre, il plaçait chez Cambacérès le neveu de Luce de Lancival, Harel, dont il faisait un sous-préfet en 1815. Baour-Lormian, lui aussi, eut une pension de 6 000 livres, témoin la spirituelle plainte qu'il porta aux Bourbons sur les persécutions de l'usurpateur qui avait poussé le despotisme jusqu'à le flétrir d'une pension de 2 000 écus, qu'il n'avait pas osé refuser, ajoutait-il, avouant sa faiblesse. Un jour, c'était au moment des bruits de guerre de 1809, une ode commençant par cette strophe tomba entre les mains de Napoléon. « Suspends ici ton vol, d'où viens-tu renommé, qu'annoncent tes 100 voix à l'Europe alarmée, guerre, et quels ennemis veulent être vaincus, Russes, Allemands, Suédois déjà lèvent la lance, ils menacent la France, reprends ton vol, déesse, et dis qu'ils n'y sont plus. » Ce début le frappa. « De qui sont ces vers ?» demanda-t-il. « De monsieur Lebrun, sire. »« A-t-il déjà une pension ?»« Oui, sire. »« Ajoutez une seconde pension de 100 louis à celle qu'il a déjà. » Et on ajouta 100 louis de pension à celle que touchait déjà Lebrun, qu'on appelle Lebrun-Pindare, parce qu'il a fait 10 000 vers dans le genre de ceux-ci. La colonne qui va vers le pôle domine d'antiques marais, occupe les enfants d'Éole à broyer les dons de Cérès, Vanvre qu'habite Galatée, du nectar d'Io amalté, épaissit les flots écumeux, et Sèvres de sa pure argile nous pétrit l'albâtre fragile, où Moka nous verse ses feux. Seulement il arriva une chose qu'on n'avait pas prévue, c'est qu'il existait un autre poète qui s'appelait non pas Lebrun-Pindare, mais Pierre Lebrun. C'était à Pierre Lebrun qu'appartenait l'ode et non à Lebrun-Pindare. Il en résulta que Lebrun-Pindare toucha fort longtemps la pension gagnée par Pierre Lebrun. Vous voyez bien que Napoléon faisait tout ce qu'il pouvait pour trouver des poètes et que ce n'était pas sa faute s'il n'en trouvait point.
Quand, en 1811, Casimir de Lavigne publie sa première œuvre, un dithyrambe au roi de Rome, commençant par ces vers « Destin qui m'a promis l'empire de la terre », Napoléon flaire le poète et, quoique les vers sentent le collège, il fait donner à l'auteur le prix académique et une place dans les droits réunis. Talma est une poésie vivante. Aussi, dès 1792, il est lié avec Talma. Où passe-t-il ses soirées? Dans les coulisses du théâtre français. Et plus d'une fois, en montrant celui qui, 20 ans après, devait dater de Moscou le fameux décret sur les comédiens, plus d'une fois le semainier demanda à Talma « Qui est ce jeune officier ?»« Napoléon Bonaparte. » Son nom n'est pas porté sur le livre des entrées. Ne faites pas attention, il est avec moi, c'est un de mes amis. Ah, s'il est avec vous, c'est autre chose. Plus tard, Talma, à son tour, eut ses entrées aux Tuileries, et plus d'un ambassadeur, plus d'un prince, plus d'un roi, demanda à l'empereur « Sire, quel est cet homme ?» Et Napoléon répondit « C'est Talma, un de mes amis. » Il est vrai qu'en voyant la facilité de Talma à draper sa toge, Napoléon s'était dit « Cet homme-là pourrait m'apprendre un jour à porter le manteau impérial. » Ce n'était pas le tout d'avoir un premier consul aimant Corneille et Ossian. Ce premier consul avait des frères qui essayaient de devenir poètes. Ils n'y arrivaient pas, mais enfin ils essayaient. Il faut tenir compte aux gens de l'intention. Lucien faisait des poèmes, ce farouche républicain qui refusa des royaumes et qui finit par se laisser faire prince romain. Et prince de quoi, je vous le demande? Prince de petits chiens, Canino. Lucien faisait des poèmes. Il nous reste de lui, ou plutôt, il ne nous reste pas, un poème intitulé Charlemagne. Quant à Louis, il avait un autre tic. Il faisait des vers blancs, trouvant cela plus commode que de faire des vers rimés. Il a travesti de cette façon l'avare de Molière. Joséphine, la coquette créole, avec sa grâce nonchalante et son flexible esprit, se pliait à tout, laissant faire tout le monde autour d'elle, comme Hamlet applaudissant tout le monde. Talma était un des familiers de cette petite cour bourgeoise. Il y avait parlé de la débutante mademoiselle Georges, il avait dit sa beauté, les espérances qu'elle donnait. Lucien s'en était monté la tête, et en véritable Saint-Jean précurseur, il était arrivé à voir par un trou de la serrure, peut-être même par une porte toute grande ouverte, celle qui faisait l'objet des conversations du moment, et il était venu dire à la Malmaison, avec un enthousiasme un peu suspect, que la débutante était, sous le rapport physique du moins, bien au-dessus des éloges que l'on faisait d'elle. Le grand jour arriva. C'était le lundi 8 Frimaire an 11, 29 novembre 1802. On n'avait fait queue au théâtre de la République depuis 11 heures du matin. Ici, copions, s'il vous plaît, Geoffroy. Geoffroy, critique sans valeur, sans profondeur, sans conscience, à qui la terreur a fait une réputation, et qui a légué sa plume à un malheureux de son espèce dont la police correctionnelle a fait justice 2 ou 3 fois, ce qui me paraît déjà une grande amélioration de notre temps sur celui où vivaient nos pères. Nous ne pouvons pas empirer en tout, que diable. Geoffroy ne gâtait ni les débutants ni les débutantes, surtout lorsqu'il n'était pas riche. Voici ce que disait de mademoiselle Georges le prince des critiques de cette époque. Il y a toujours eu en France un homme qui s'est appelé le prince des critiques. Ce n'est pas le principat que l'on nie, c'est la principauté. Théâtre de la République, Iphigénie en Aulide, pour le début de mademoiselle Georges Weimer, élève de mademoiselle Raucourt. On n'avait pas pris des mesures assez justes pour contenir la foule extraordinaire que devait attirer un début si fameux. Toute la garde était occupée au bureau où les billets se distribuent, tandis que la porte d'entrée, presque sans défenseur, soutenait le plus terrible siège. Là se livraient des assauts dont il ne tiendrait qu'à moi de faire une description tragique, car j'étais spectateur et même acteur involontaire. Le hasard m'avait jeté dans la mêlée avant que j'eusse pu voir le danger. Quoique ipse miserrima vidi, et quorum pars magna fui. Les assaillants étaient animés par le désir de voir cette actrice nouvelle et par l'enthousiasme qu'inspire une beauté célèbre.
C'est dans ces occasions que la curiosité n'est plus qu'une passion insensée et brutale. C'est alors que le goût des spectacles ressemble à la férocité et à la barbarie. Les femmes étouffées poussaient des cris perçants, tandis que les hommes, dans un silence farouche, oubliant la politesse et la galanterie, ne songeaient qu'à s'ouvrir un passage aux dépens de tout ce qui les environnait. Rien n'est plus indécent pour une nation éclairée et philosophique, rien n'est plus honteux pour un peuple généreux et libre que de pareils combats. Nous avons peut-être de meilleures pièces et de meilleurs acteurs que les Athéniens, cela n'est pas encore bien prouvé, mais il est sûr que les Athéniens donnaient à leur jeu scénique plus de noblesse et de dignité. Je vois toujours avec peine les progrès rapides de cette fureur de théâtre, de cette rage aveugle pour un amusement frivole, parce que l'histoire m'apprend que c'est un signe infaillible de la décadence des esprits et de l'affaiblissement des mœurs. C'est aussi une calamité pour les vrais amateurs, car il est démontré que les spectacles ne sont jamais moins bons que lorsqu'ils sont le plus courus. Le lecteur se doutait-il que le fameux Geoffroy écrivit d'un pareil style ? Non, eh bien, ni moi non plus. Continuons. À mesure qu'on avance, cela cesse d'être plat, cela devient curieux. Les conseillers du roi Priam s'écriaient en voyant passer Hélène « Une si belle princesse mérite bien qu'on se batte pour elle, mais quelque merveilleuse que soit sa beauté, la paix est encore préférable. » Et moi j'ai dit, en voyant paraître mademoiselle Georges, faut-il être surpris qu'on s'étouffe pour une aussi superbe femme ? Mais fût-elle, s'il est possible, plus belle encore, il eût mieux valu ne pas s'étouffer, même dans ses propres intérêts, car les spectateurs sont plus sévères à l'égard d'une débutante quand sa vue leur a coûté si cher. Précédée sur la scène d'une réputation si extraordinaire de beauté, mademoiselle Georges Weimer n'a point paru au-dessous de sa renommée. Sa figure réunit aux grâces françaises la régularité et la noblesse des formes grecques. Sa taille est celle de la sœur d'Apollon lorsqu'elle s'avance sur les bords de l'Eurotas, environnée de ses nymphes, et que sa tête s'élève au-dessus d'elle. Et toute sa personne est faite pour offrir un modèle au pinceau de Guérin. Ah, monsieur Geoffroy, je ne sais pas si les critiques du temps de Périclès valaient mieux que ceux du temps de Bonaparte, premier du nom, mais ce que je sais, c'est que les nôtres, un ou deux du moins, écrivent d'un meilleur style. Non, tenez, voici sur le même sujet un portrait tracé par un critique de 1835. Voyons, à 33 ans de distance, les progrès qu'a fait le style en passant de Geoffroy à Théophile Gautier. Mademoiselle Georges ressemble à s'y méprendre à une médaille de Syracuse ou à une Isis des bas-reliefs éginétiques. L'arc des sourcils, tracé avec une pureté et une finesse incomparables, s'étend sur deux yeux noirs pleins de flammes et d'éclairs tragiques. Le nez, mince et droit, coupé d'une narine oblique et passionnellement dilatée, s'unit avec le front par une ligne d'une simplicité magnifique. La bouche est puissante, aiguë à ses coins, superbement dédaigneuse, comme celle de Némésis vengeresse qui attend l'heure de démuseler son lion aux ongles d'airain. Cette bouche a pourtant de charmants sourires épanouis, avec une grâce tout impériale, et l'on ne dirait pas, quand elle veut exprimer les passions tendres, qu'elle vient de lancer l'imprécation antique ou l'anathème moderne. Le menton, plein de force et de résolution, se dessine fermement et relève, par un contour majestueux, ce profil qui est plutôt d'une déesse que d'une mortelle. Comme toutes les belles femmes du cycle païen, mademoiselle Georges a le front large, plein, renflé au temple, mais peu élevé, assez semblable à celui de la Vénus de Milo, un front volontaire, voluptueux et puissant. Une singularité remarquable du cou de mademoiselle Georges, c'est qu'au lieu de s'arrondir intérieurement du côté de la nuque, il forme un contour renflé et soutenu qui lie les épaules à la base de la tête sans aucune sinuosité. L'attache des bras a quelque chose de formidable par la vigueur des muscles et la violence du contour.
Un des bracelets d'épaule ferait la ceinture pour une femme de taille moyenne, mais ils sont très blancs, très purs, terminés par un poignet d'une délicatesse enfantine et des mains mignonnes frappées de fossettes, de vraies mains royales faites pour porter le sceptre et pétrir le manche du poignard d'Échille et d'Euripide. Merci, mon cher Théophile, de m'avoir offert cette magnifique page et pardon à la mauvaise compagnie où je vous place. Pouah. Je reviens donc à Geoffroy. Il continue. Le talent répondit à la beauté. La salle était toute comble et toute frémissante. Le premier consul et toute sa famille étaient dans la loge d'avant-scène de droite. Il battit plusieurs fois des mains, ce qui n'empêcha point une certaine opposition d'éclater à ses vers. Vous savez, et Calcas 1000 fois vous l'a dit. Pardon. Il faut encore que je m'interrompe, ou plutôt que j'interrompe Geoffroy. Le lecteur sait que c'était d'habitude à ce vers que l'on attendait les débutantes. Pourquoi cela? Demandera le lecteur. Ah, c'est vrai, on ne sait ces choses-là que lorsqu'on est obligé de les savoir. Je vais vous le dire, parce que ce vers est tout simple et indigne de la tragédie. Vous ne doutiez pas de cela, n'est-ce pas, monsieur, n'est-ce pas, madame, qui me faites l'honneur de causer avec moi? Mais votre serviteur le sait, lui qui est obligé de tout lire, même Geoffroy. Or, écoutez bien ceci, car nous ne sommes pas au bout. Ce vers étant, par sa simplicité indigne de la tragédie, on attendait pour voir comment l'actrice, corrigeant le poète, parviendrait à relever ce vers. Mademoiselle Georges ne voulut pas avoir plus de génie que Racine. Elle dit simplement, et avec l'intonation la plus naturelle possible, ce vers écrit avec la simplicité de la passion. On murmura. Elle reprit avec le même accent. On murmura encore. Heureusement, Raucourt, malgré une entorse qu'elle s'était donnée, assistait à la représentation. Elle s'était fait porter au théâtre, et d'une des petites loges du manteau d'Arlequin, elle encouragea son élève. « Ferme, Georgine » cria-t-elle, « ferme !» Et Georgine, il vous semble singulier, n'est-ce pas, qu'il y ait eu un temps où l'on appelait Mademoiselle Georges Georgine, et Georgine, avec le même accent simple et naturel, répéta le vers pour la 3e fois. À partir de ce moment, le succès fut enlevé, comme on dit en termes de théâtre. On applaudit. La seule chose qui nuisit à la représentation, dit Geoffroy, fut que Talma manqua d'intelligence, de mesure et de noblesse dans le rôle d'Achille. Je commence à croire que nous nous sommes trompés sur l'impartialité de ce bon monsieur Geoffroy, et qu'il avait reçu, avant la représentation, quelques messages bien sonnants de quelqu'un des membres de la famille Bonaparte, qui était dans la loge du premier consul. Mademoiselle Georges joua 3 fois de suite le rôle de Clytemnestre. C'était un énorme succès. Puis elle passa au rôle d'Aménaïde, cette fille atteinte de vapeurs hystériques, comme disait encore Geoffroy, et le succès alla toujours croissant. Enfin, du rôle d'Aménaïde, elle passa au rôle d'Idamé dans L'Orphelin de la Chine. Si les hommes attendaient les débutantes au rôle de Clytemnestre pour savoir comment elles diraient ce fameux vers indigne de Racine, vous savez, et Calcas 1000 fois vous l'a dit, les femmes attendaient avec non moins d'impatience les débutantes au rôle d'Idamé pour savoir comment elles se coifferaient. Mademoiselle Georges se coiffa tout simplement à la chinoise, c'est-à-dire en relevant ses cheveux et en les nouant avec un ruban doré. Elle était admirable ainsi. À ce que m'a dit non pas Lucien, mais le roi Jérôme, son frère, grand appréciateur de toute beauté, fut-elle coiffée à la chinoise, et qui, comme Raucourt, a continué l'habitude d'appeler Georges Georgine. Le soir de cette représentation de l'orphelin de la Chine, tandis que Georgine, dont tout Paris s'occupait à cette heure, soupait à l'hôtel du Pérou avec des lentilles, non point parce qu'elle les aimait comme Ésaü, mais parce qu'il n'y avait pas autre chose à la maison, on annonça le prince Zappia. Qu'était-ce que le prince Zappia? Était-ce encore un prince de la critique? Non pas, c'était un vrai prince, un de ces princes artistes dont la race s'est éteinte avec le prince de Ligne et le prince des nains, un de ces princes qui fréquentaient le foyer de la Comédie Française
comme le prince Pinatelli, le foyer de l'opéra. C'est que le foyer de la Comédie Française, dont je n'ai vu que les restes, était, à ce qu'il paraît, quelque chose de merveilleux à cette époque. Après chaque grande représentation, toutes les fois que Talma, Raucourt, Contat, Monvel ou Molé jouaient, tout ce qui avait un nom en art, en diplomatie ou en aristocratie allait causer un instant dans la loge du héros ou de l'héroïne de la soirée, puis l'on descendait au foyer où l'on se réunissait. La cour naissante de Bonaparte, qui tenait tant à faire une cour, était rarement aussi brillante que le foyer du théâtre français. Nous avons vu encore la dernière lueur de ces beaux jours éclairer la loge de Mademoiselle Mars. Aussi, lorsqu'il y avait assemblée, ne venait-on au foyer qu'en grande toilette. C'est à peine s'il n'y avait pas la distinction des tabourets, des chaises et des fauteuils. On y était fort collé-monté, et de fait, on ne disait pas pour rien les dames de la Comédie Française. On garde la tradition de la première atteinte portée à cette étiquette. Ce fut mademoiselle Bourgoin qui y fit brèche en demandant des gâteaux et un verre d'Alicante. Ce jour-là, les vieux sociétaires levèrent les bras au ciel et crièrent à l'abomination de la désolation, et leur désespoir était plein de logique. Une brèche, quand on ne la répare pas, va toujours grandissant, au théâtre surtout. C'est par cette même brèche que passent aujourd'hui la bière et les œufs sur le plat. Donc, au moment où elle mangeait des lentilles, on annonça à Georgine le prince Zappia. Que venait faire le prince Zappia à une pareille heure? Il venait offrir la clé d'un appartement situé rue des Colonnes, appartement dans lequel il avait fait porter depuis la veille pour plus de 50 000 francs de meubles. En remettant cette clé à la belle Georgine, il assura que c'était bien la seule et unique clé qui existât. On comprend qu'il fallut un serment pour décider la débutante à quitter l'hôtel du Pérou. Ce serment, le prince Zappia le fit sur quoi? Nous n'en savons trop rien. Nous nous en sommes cependant informés à Georges elle-même, mais elle nous a répondu avec la sublime naïveté de Lucrèce Borgia. « Comment voulez-vous que je vous dise cela, mon cher? On m'a fait tant de serments que l'on n'a pas tenus. » Ce déménagement contraria fort Lucien. Lucien n'était pas prince à cette époque-là, Lucien n'était pas riche, Lucien faisait l'amour en étudiant, Lucien en était à réclamer la position d'amant de cœur, toujours un peu gênante quand les cabinets sont noirs et que les armoires sont étroites. Il en était là, dis-je, lorsqu'un soir, la femme de chambre d'Hermione entra tout effarée dans sa loge et lui annonça que le valet de chambre du premier consul était là. Le valet de chambre du premier consul, celui qui l'avait habillé le matin du 18 Brumaire, peste, c'était bien autre chose que le prince Zappia. On fit entrer le valet de chambre du premier consul avec autant d'égards que, en 1750, on eût fait entrer monsieur Lebel chez madame du Ménil. Le premier consul attendait Hermione à Saint-Cloud. Hermione ne pouvait venir comme elle serait, elle se déshabillerait là-bas. L'invitation était brusque, mais tout à fait dans les manières du premier consul. Au fait, Antoine avait bien ordonné à Cléopâtre de venir le joindre en Sicilicie. Bonaparte pouvait bien prier Hermione de venir le trouver à Saint-Cloud. La princesse grecque ne fut pas plus fière que la reine d'Égypte. Certes, non moins belle que Cléopâtre, Hermione eût pu descendre la Seine sur une galère dorée, comme la reine d'Égypte remonta le Cydnus, mais c'eût été bien long. Le premier consul était pressé de faire ses compliments, et avouons la faiblesse des artistes à l'endroit de l'amour-propre, la débutante n'était peut-être pas moins pressée de les recevoir. Hermione entrait à Saint-Cloud à 00h30 et en sortait à 6 heures du matin. Elle en sortait victorieuse comme Cléopâtre. Comme Cléopâtre, elle avait tenu le maître du monde à ses genoux. Seulement le maître du monde, qui trouvait étonnant qu'une débutante que son frère lui avait annoncée comme habitant l'hôtel du Pérou, buvant de l'eau et mangeant des lentilles, eut un voile d'Angleterre de 100 louis et un cachemire de 1000 écus, mit en pièces dans un moment de jalousie le cachemire et le voile d'Angleterre.
J'ai bien souvent soutenu à Georges que ce n'était pas de la jalousie, mais simplement de la curiosité. Elle a toujours tenu pour la jalousie, je n'ai pas voulu la contrarier. Aussi, lorsque, quelques jours après ce petit voyage nocturne de la débutante, le bruit de son triomphe se répandit, lorsque, dans le rôle d'Émilie que jouait Georgine, elle prononça avec une fierté vraiment romaine ce vers « Si j'ai séduit Cinna, j'en séduirai bien d'autres », la salle tout entière se tourna vers la loge du premier consul et éclata en applaudissements. À partir de ce moment, il y eut deux partis dramatiques et presque politiques au théâtre français. Les partisans de Mademoiselle Georges et les partisans de Mademoiselle Duchesnois, les Géorgiens et les Carcassiens. On avait substitué le mot carcassien au mot circassien, sans doute comme étant plus expressif. Maintenant qu'exprimait ce mot, ma foi, je n'ose le dire, et livre le fait à l'investigation des savants et à la recherche des étymologistes. Lucien Bonaparte, Madame Bacchioli, Madame Laetitia étaient à la tête du parti des Géorgiens. Joséphine s'était jetée à corps perdu dans celui des Carcassiens. Cambacérès était neutre.